Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission qui donne la parole aux actrices et aux acteurs de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Guy Debonnet, chef de l'unité patrimoine naturel de l'UNESCO. On va découvrir son programme de protection des forêts et puis revenir sur le One Forest Summit qui s'est tenu le mois dernier au Gabon. Pour notre débat, on répondra à cette question: comment financer le développement rapide de l'hydrogène renouvelable et accélérer sa compétitivité. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique Startup, on va déguster le thé matcha japonais 100% bio d'Anatae. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. Bonjour Guy Debonnet, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Vous êtes donc le chef de l'unité patrimoine naturel de l'UNESCO. On va parler de la protection des forêts. Pourquoi et comment l'UNESCO est-elle mobilisée dans ce cadre-là de la protection des forêts ? L'UNESCO est le secrétariat de la Convention du patrimoine mondial et je pense que beaucoup de monde connaissent la Convention du patrimoine mondial comme une convention qui protège les sites culturels, mais elle protège aussi les sites naturels. Nous avons 218 sites naturels inscrits sur la liste du patrimoine mondial, dont 200 qui abritent des écosystèmes forestiers. Et 200, ça ne semble pas peut-être beaucoup, mais on a beaucoup de grands sites, comme par exemple le complexe de conservation en Amazonie centrale, qui est 5 millions d'hectares, ou par exemple le parc national de la Salonga en RDC, en République démocratique du Congo, qui est 3,6 millions d'hectares. Donc la Convention du patrimoine mondial est un instrument très important pour la protection de la biodiversité et la protection des forêts. Oui, et j'ai trouvé ce chiffre en préparant l'émission, 69 millions de forêts, d'hectares de forêts du patrimoine mondial qui bénéficient du plus haut niveau de protection. Ça veut dire quoi ? Quel type de protection sont entre guillemets garanties à ces forêts à partir du moment où elles sont classées au patrimoine mondial ? Bon, la Convention du patrimoine mondial est une convention par les parties, par les pays qui l'ont ratifiée. Nous avons actuellement 194 pays qui ont ratifié la Convention, donc c'est à peu près tous les pays au monde. Oui. Et en proposant des sites de patrimoine mondial, les pays proposent à eux-mêmes des sites de patrimoine mondial, ils prennent un engagement devant la communauté internationale pour protéger ces sites. Et la Convention a aussi un système de suivi pour s'assurer que les pays s'occupent de la protection de ces sites. Ouais. On va détailler vos actions de protection des forêts, mais d'abord, je voudrais qu'on fasse ensemble un bilan du One Forest Summit qui s'est tenu il y a un mois à Libreville, au Gabon. Vous y étiez. D'abord, c'est quoi l'objectif d'un sommet comme celui-là ? Quels objectifs étaient donnés ? Bon, je pense qu'il y a une reconnaissance de plus en plus grande que la protection des forêts et surtout la protection des forêts tropicales est indispensable si nous voulons attaquer la double crise planétaire que nous voyons aujourd'hui. D'une part, le changement climatique et d'autre part, la grande perte de biodiversité. Et les trois bassins de forêts tropicales, c'est-à-dire l'Amazonie, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique centrale, le bassin du Congo, sont parmi les plus importants réponses à donner pour protéger ces forêts et pour donc s'occuper de ces deux défis planétaires. Et je crois que le One Forest Summit était une occasion pour amener des gens des trois bassins, des dirigeants, des décideurs des trois bassins pour discuter sur ces questions, mais aussi de voir quel est l'engagement du reste du monde pour la protection de ces forêts. Parce que ces forêts fournissent des services écosystémiques, et notamment en termes de biodiversité, protection d'espèces, mais aussi en termes de stockage de carbone pour le monde entier. Donc c'est très important que le reste du monde contribue
pour assurer cette protection. Et je crois que c'est une discussion qui est en cours dans beaucoup de forats internationaux, la Convention sur la biodiversité, la Convention sur le changement climatique, mais je pense qu'il y a besoin de plus d'engagement des pays du Nord, des pays occidentaux pour la conservation de ces forêts. Oui, allez-y. Et je pense que ce sommet était un élément dans cette grande discussion. Parce que la pression économique qui peut exister sur ces forêts, elle dépend aussi de notre consommation à nous, dans les pays occidentaux, dans les pays du Nord? Oui, bien sûr. Je crois que si on voit la dégradation en Amazonie, elle est souvent liée aux productions du soja pour alimenter le bétail chez nous. Si on voit l'Afrique centrale, c'est toujours une région de production du bois pour les pays occidentaux. Donc je pense que oui, nous avons aussi un rôle direct, une responsabilité directe pour la protection de ces forêts. Juste pour bien prendre conscience de ce que ça représente, ces forêts que vous nous avez citées, ces forêts tropicales, en termes de biodiversité, ça représente quel pourcentage de la biodiversité terrestre, hein, évidemment, on ne parle pas de la biodiversité marine. C'est quoi? C'est 70%, oui. 80%? On estime que 80% des espèces connues par la science habitent ou se trouvent dans les forêts tropicales. Donc, si on n'arrive pas à protéger les forêts tropicales, on a perdu la bataille pour éviter la perte de la biodiversité. Alors, on peut prendre un exemple parce que vous menez une action justement au Gabon. Ce sommet se tenait à Libreville. Là aussi, pays très forestier, c'est 80%, je crois, de la superficie du pays. Notamment, il y a des programmes, pas seulement là, hein, mais de déforestation illégale. Alors, de quoi on parle et comment on peut lutter contre ce phénomène? Bon, d'abord, il faut dire que le bassin du Congo est quand même des 3 bassins forestiers tropicaux, le bassin où il y a le moins de déforestation. Il y a beaucoup plus de déforestation dans les bassins en Asie du Sud-Est et en Amazonie. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose de très positif qu'il faut rappeler. Et je pense qu'il y a aussi une demande légitime des pays du bassin du Congo pour être renumérés pour cet effort de protection de la forêt. Bien sûr, il reste des défis, notamment au niveau de l'agriculture de subsistance, l'agriculture sur brûlis qui peut avoir un impact sur les forêts, ou l'installation de plantations, comme les plantations de palmiers à huile ou de HVA, de caoutchouc. On voit des activités comme ça aussi commencer en Afrique centrale, mais jusque maintenant, le bassin du Congo et les forêts de l'Afrique centrale sont parmi les mieux conservées au niveau mondial. Et donc, quel programme vous menez là-bas? Je crois qu'il y a un programme de l'UNESCO et du programme des Nations Unies pour l'environnement. Qu'est-ce qui s'est mis en place? Oui, nous travaillons dans le bassin du Congo depuis 20 ans. Et notamment en 2000, quand on a commencé nos activités, il y avait très peu de sites de patrimoine mondial dans cette région. Il n'y avait que des sites en République démocratique du Congo. Et les sites en République démocratique du Congo sont très menacés aussi par les effets des conflits. Bien sûr. Et surtout en 2000, on était vraiment encore au haut du conflit des Grands Lacs. Et il y avait très peu, hors un site au Cameroun, il n'y avait pas de site de patrimoine mondial dans cette zone. Alors, nous avons travaillé avec les pays pour créer des nouveaux sites de patrimoine mondial. Au Gabon, il y a le parc national de la Lopé qui a été inscrit à la liste du patrimoine mondial. Il y a aussi le parc national de Livindo qui a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Et il y a un autre site, pas au Gabon, mais dans le bassin du Congo, un site transfrontalier entre le Cameroun, le Congo et la RCA, sur le Sangatri national. Et alors il y a aussi, je ne sais pas si ça rejoint ces zones-là, mais un programme de protection des grands singes. On parlait de biodiversité, voilà un bon exemple. De quoi s'agit-il? Où et comment il va se dérouler ce programme de protection? Donc, les grands singes, c'est comme on appelle une espèce parapluie. Donc, c'est une espèce, si on protège les grands singes, on va automatiquement protéger beaucoup d'autres espèces parce que c'est une espèce très connue.
Et bien sûr, les forêts du bassin du Congo sont très importantes pour la protection des gorilles, pour la protection des chimpanzés et aussi pour le chimpanzé nain, le bonobo, qui se trouve seulement en RDC. Donc, ce sont des sites cruciaux. Et par exemple, les sites de patrimoine mondial abritent 80% des populations de gorilles de montagne. Au monde. Donc, c'est très important. Donc, la protection des grands singes passe d'abord par la protection de leur habitat. Et donc, de nouveau, les sites de patrimoine mondial, les réserves de biosphère jouent un rôle important là-dedans. Il y a un problème avec des drones, je crois. Ça va se passer comment? Oui, donc on essaye de travailler avec les pays, comment on peut les appuyer à utiliser aussi des nouvelles technologies pour assurer la protection des grands singes. Et au sommet, il y a eu aussi une discussion. On a une autre convention à l'UNESCO qui est sur le patrimoine immatériel, de voir comment on peut aussi valoriser des pratiques culturelles des populations autochtones ou des populations locales qui protègent déjà les grands singes, comment on peut les reconnaître aussi, donner une reconnaissance internationale à travers une inscription à la liste du patrimoine immatériel. Merci beaucoup Guy Debonnet et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, comment déployer l'hydrogène renouvelable. C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. On parle hydrogène et hydrogène renouvelable avec Jean-Pierre Riche. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le directeur général d'Origine et le secrétaire général de l'Institut Origine. François Paquet, bonjour. Directeur de la Renewable Hydrogen Coalition. Vous nous raconterez ce que c'est. Hein. En bon français, c'est la coalition de l'hydrogène renouvelable. On peut dire ça comme ça. C'est quoi Origine? C'est une société de conseil spécialisée, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, alors moi j'ai deux casquettes, comme vous l'avez dit. Moi j'ai une casquette business, Origine, société de conseil spécialisée qui accompagne les entreprises sur leurs enjeux énergie-climat. Et d'ailleurs qui m'a poussé à créer une deuxième société que je dirige aussi qui s'appelle Phoenix, qui produit de l'hydrogène renouvelable. Parce que une des conclusions de nos échanges avec nos clients, c'était qu'ils avaient besoin à tout prix de cette brique hydrogène renouvelable pour atteindre leurs objectifs de décarbonation à horizon 2030-2035. Et l'Institut Origine, c'est quoi? Et l'Institut Origine, en fait, c'est une initiative qui est antérieure même à la société de conseil dont on parlait, puisqu'on l'a lancée il y a une dizaine d'années avec Marc Roquette, président de Roquette Frères à l'époque, et Patrice Robichon, qui était le directeur industriel du groupe Pernod Ricard, parce qu'on se rendait compte que les entreprises agissaient pas assez vite et assez fort sur les enjeux énergie et climat, et qu'elles étaient probablement ceux qui étaient capables de véritablement entraîner l'ensemble de la société. Parce que, vous savez sûrement, les entreprises, c'est plus de 60% des émissions sur la planète de CO2 sont liées aux entreprises. Donc elles ont une capacité d'entraînement et un impact très significatif. Et c'est pour ça qu'on a créé cette association dont l'objectif est d'inciter les dirigeants à agir sur ces enjeux énergie-climat à travers différentes initiatives, essentiellement d'échanges via des conférences en particulier. Et notamment, on parlera de la conférence nationale de l'hydrogène renouvelable qui a été organisée il y a quelques jours avec la plateforme verte. François Paquet, présentez-nous, donc vous représentez les entreprises du secteur de l'hydrogène renouvelable, on peut le dire ça aussi simplement? Tout à fait, au niveau européen, donc ici pas au niveau national mais plutôt européen, parce que c'est un enjeu non pas seulement national mais aussi européen. On fait face à des concurrents tels que la Chine, les États-Unis. Donc il y a un enjeu industriel au-delà de l'enjeu climatique, qui est évidemment central. Et donc, avec cette Renewable Hydrogen Coalition... Vous avez un meilleur accent que moi. On met ensemble les grands acteurs de la chaîne de valeur, toute la chaîne en entier, et on essaye de définir avec les politiques quelles sont les politiques qui vont permettre d'accélérer l'investissement dans l'hydrogène renouvelable. Et on va notamment parler, puis ça a été annoncé il y a 15 jours, le plan européen de réplique à l'IRA, l'Inflation Reduction Act, annoncé par Joe Biden à la mi-août, avec une banque de l'hydrogène. Vous direz ce que vous pensez de cette idée. Je voudrais reprendre sur cette conférence nationale de l'hydrogène renouvelable, Jean-Pierre Riche, donc organisée avec la plateforme verte et l'Institut Origine. Déjà, c'est quoi la stratégie nationale pour développer l'hydrogène décarboné aujourd'hui? Elle existe depuis quand?
Alors, la conférence, oui, dans laquelle il y avait aussi France Hydrogène qui était associé, l'ADEME et puis le ministère de la Transition écologique et le ministère des Finances. Et c'est intéressant parce que justement, c'est ces deux ministères-là qui s'intéressent au sujet, parce qu'il y a un enjeu, comme l'a dit François, de décarbonation, mais il y a un enjeu aussi de filière industrielle. Bah oui. La France, alors, nous, on est vraiment, notre objectif, et vous verrez que c'est pas tout à fait le même angle que celui de François, on est vraiment de faire en sorte que les entreprises se saisissent du sujet hydrogène et se disent, mais c'est une solution géniale, on peut l'utiliser pour décarboner nos activités. Et vous savez qu'il y a plusieurs applications, on en parlera peut-être dans un instant, de l'hydrogène renouvelable. Donc on ne revendique pas une position, on veut juste que ceux qui ont l'opportunité de l'utiliser en prennent conscience et l'utilisent. La France, jusqu'à maintenant, a eu une stratégie qui était très orientée vers une production propre d'hydrogène renouvelable et basée aussi sur l'hydrogène bas carbone, c'est-à-dire une production propre d'hydrogène basée qui utilise l'électricité nucléaire pour être produit au lieu de l'électricité solaire, éolienne ou hydraulique. Elle est en train de réviser sa stratégie hydrogène. La France, elle veut reproposer une nouvelle stratégie au mois de juin. Et on voit déjà le changement par rapport à la conférence précédente il y a un an, où il y avait une position très claire du gouvernement, mais François en parlera peut-être mieux que moi même, qui consistait à dire on va produire tout l'hydrogène, c'est une opportunité d'être autonome en énergie et de produire ce dont on a besoin en France. Et donc on fera tout sur le territoire national. Et en fait, là, c'est plus vraiment le cas. Maintenant, on se rend compte qu'on ne va pas y arriver parce qu'il y aura besoin de beaucoup plus d'hydrogène que ce qu'on va pouvoir produire. Il va falloir l'importer. Et donc, il faut maintenant avoir une stratégie un peu différente de l'original. Moi, ce que je voudrais juste dire, je pense que ce qui intéresse les entreprises, et c'est ça aussi où il faut challenger la France sur ce point-là, c'est qu'ils veulent de l'hydrogène pas cher. C'est-à-dire, en fait, il y a un enjeu de compétitivité pour que cette transition énergétique, elle se passe au moindre coût pour les entreprises, même s'ils sont conscientes qu'il va falloir peut-être qu'ils investissent et peut-être qu'ils acceptent certains coûts différents. Mais en tout cas, la solution pour que la migration des entreprises sur cette solution soit rapide, c'est aussi de s'assurer d'une compétitivité. Alors justement, François Paquet, comment le rendre plus compétitif, cet hydrogène renouvelable ? Alors il faut des politiques qui soient ambitieuses et fortes, mais je pense qu'il y a une recette du succès qui est créer la demande. C'est le premier pilier sur lequel on doit travailler. Le deuxième pilier, c'est booster l'approvisionnement. Le troisième pilier, c'est régler cette question du coût de l'hydrogène renouvelable, qui est toujours plus élevé aujourd'hui, mais aussi dans un horizon plus ou moins proche, plus élevé comparé aux alternatives, qui sont l'hydrogène fossile, ou aujourd'hui, avec la crise énergétique, le gaz naturel qui pourrait être remplacé directement dans certaines applications. Donc ces trois piliers de stratégie politique devraient être absolument centrales. Je peux développer si vous le souhaitez. Oui, allez-y. Quand on parle de créer la demande, il y a aujourd'hui une demande industrielle pour l'hydrogène. Ouais. L'idée de créer cette demande, c'est de ramener cette demande existante vers l'hydrogène renouvelable. Donc la première chose, c'est d'établir des objectifs chiffrés pour les applications industrielles actuelles d'utilisation de l'énergie renouvelable, de l'hydrogène renouvelable. On l'a fait à Bruxelles pour l'Europe. Il y a eu un accord inédit hier, dans la nuit. On a maintenant des objectifs chiffrés pour l'ensemble de l'Europe qui vont s'appliquer à tous les pays membres, y compris la France. Donc ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, booster l'approvisionnement d'hydrogène renouvelable, bien sûr, mais ça veut dire d'électricité renouvelable. Il faut donc vraiment travailler sur tous les obstacles qui permettent de déployer massivement les renouvelables. En France, quand on regarde le temps pour déployer un site éolien en mer, plus de 10 ans, je pense qu'on doit faire beaucoup mieux. D'autres pays prennent le taureau par les cornes et réduisent le temps. Et troisièmement, ce coût, il faut remplir la différence, il faut trouver un mécanisme de soutien pour soutenir la différence entre le prix de production élevé et le prix auquel sont prêts à acheter les utilisateurs de cet hydrogène. Et il y a des mécanismes de soutien dont on peut parler. Alors je ne sais pas si cette banque de l'hydrogène qui a été annoncée il y a 2 semaines par l'Union européenne peut rentrer dans cet objectif-là, oui, non ? Oui. C'est tout à fait ce que va essayer de faire l'Europe. C'est tout à fait inédit ce qu'on est en train de créer. On crée un mécanisme européen qui ne sera plus au niveau national. On simplifie grandement l'accès au financement pour les industriels.
Donc, c'est une bonne chose. Simplicité et rapidité, c'est ce qu'on a besoin face à la concurrence internationale dans ce sujet industriel clé. Maintenant, il faut l'ampleur. Ce qu'a mis sur la table la Commission européenne il y a 2 semaines est excellent. On va fournir une prime fixe par kilogramme d'hydrogène renouvelable produit, un petit peu comme le font les États-Unis avec leur Inflation Reduction Act. Donc on essaye de créer une parité entre les 2 continents. Par contre, les moyens financiers mis derrière laissent à désirer pour l'instant. Et on n'a pas la clarté. Nous, on a estimé qu'on avait besoin de 12 milliards par an pour dire d'offrir un subside de 3 € par kilogramme d'hydrogène renouvelable, ce que veut faire les États-Unis, 3 $ par kilo. La Commission va commencer avec une auction, une enchère à 800 millions d'euros. Et on n'a pas de clarté sur le budget qui arrive. Il y a un autre enjeu, Jean-Pierre Riche, qui est sur le rôle du parc nucléaire français dans cette production d'hydrogène renouvelable. Là aussi, il y a un peu un bras de fer à Bruxelles. Est-ce que la France réussit à se faire entendre ? En fait, et je pense qu'il y a deux aspects. C'est que la France pense, en fait, se sent dans une position où il y a une électricité bas carbone, qui est l'électricité nucléaire, qui est déjà produite, et se dit, je pourrais utiliser l'hydrogène finalement je pourrais utiliser mon électricité nucléaire pour produire de l'hydrogène, qui sera bas carbone, qui ne sera pas renouvelable. Ce qui est d'ailleurs intéressant, parce que suivant les industriels et les entreprises, la volonté n'est pas la même. Il y a ceux qui consomment des très grandes, potentiellement beaucoup d'hydrogène aujourd'hui carboné, comme matière première en particulier, pour produire du méthanol, pour produire des engrais, se disent, si finalement demain j'ai un hydrogène bas carbone, qui est quand même une grosse partie de mon coût produit, qui arrive de l'électricité nucléaire, c'est déjà beaucoup mieux que ce que je fais aujourd'hui avec un hydrogène gris qui lui est très carboné. Il y a des entreprises qui sont dans le secteur B2B, qui ont envie, B2C, excusez-moi, dans le luxe, dans l'agroalimentaire, qui ont envie d'avoir des engagements beaucoup plus ambitieux sur leur décarbonation et qui se donnent des objectifs à 2030-2035 de migration vers les énergies renouvelables, parce qu'ils considèrent que le nucléaire portent un certain nombre de dangers ou d'impacts auxquels ils ne veulent pas être associés. Et ces entreprises-là, en revanche, elles ont souvent un coût de l'énergie qui pèse pas beaucoup dans leur coût. Quand vous parlez d'acteurs de l'agroalimentaire ou du luxe ou des détergents, c'est pas le même poids que quand vous faites de la chimie. Et ces gens-là, eux, ils veulent vraiment du renouvelable. Ils veulent pas du bas carbone, parce que pour eux, l'ambition, elle va au-delà. Donc en fait, il y a 2 types d'utilisateurs, ceux qui se satisfont du bas carbone et ceux qui veulent de toute façon du renouvelable. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et moi, je vous parle toujours du point de vue des entreprises, et je ne juge pas la politique française en la matière. Le deuxième point, c'est que nous, on voit que probablement l'électricité renouvelable va finalement arriver à produire de l'hydrogène renouvelable beaucoup moins cher que celui du nucléaire. Aujourd'hui, le nucléaire, en France, il est à 48 € du mégawattheure, qui est le prix qu'a fixé l'État pour l'échanger. On voit que les nouveaux EPR, ils sont plutôt à 105 € du mégawattheure en Angleterre, et ils seront probablement entre 60 et 100 dans les nouveaux qui vont venir en France. Donc, quand on produit de l'électricité à 60 € du mégawattheure, c'est difficile de produire de l'hydrogène compétitif avec de l'hydrogène qui va être produit avec du solaire ou de l'éolien, qui a des coûts entre 20 et 50. Merci beaucoup, merci à tous les deux. C'est l'heure de notre rubrique Start-up. On boit du thé matcha bio, forcément. Smart Ideas est la bonne idée du jour. Elle est signée Camille Becerra. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la fondatrice d'Anatae, créée il y a 4 ans. C'était quoi l'idée de départ? Racontez-moi. C'est ça. J'ai eu un coup de cœur pour un thé japonais qui s'appelle le thé matcha, qui commence à être un petit peu plus connu aujourd'hui. Et j'ai décidé de partir à la source après mes études, donc au Japon, parce que c'est un thé qui est souvent produit là-bas. Et j'ai décidé de me renseigner sur ce thé, d'en goûter plein, d'essayer de rencontrer plusieurs agriculteurs, visiter des champs, des usines et me former en fait en un minimum de temps possible pour pouvoir peut-être
lancer ma boîte à mon retour en France. Ce que vous avez fait, donc. Ce que j'ai fait, Donc, ça. c'est quoi le thé matcha? La différence, c'est une espèce de thé particulière? C'est une façon de le préparer? C'est quoi le thé matcha? Alors, on pourrait dire que c'est une façon de le fabriquer. Oui. Ça vient de la même plante que tous les thés qu'on connaît. En fait, ce qui va faire la différence entre le thé noir, le thé vert matcha, ça va être ce qu'on fait des feuilles une fois qu'on les a récoltées et aussi à quelle période on les récolte. Donc, le thé matcha, ça fait partie des thés verts, les thés qui sont récoltés au printemps. Ouais. Mais celui-ci, il est moulu. Donc, c'est ça sa plus grande particularité. D'accord. Alors, évidemment, quand on fait du thé ou du café et qu'on veut avoir un bilan carbone correct, ben, c'est compliqué parce que ça vient forcément d'une contrée lointaine. Donc, il y a d'autres choix à faire, d'autres cases à cocher. Déjà, il y a le choix d'un thé bio. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles complications vous avez rencontrées? Alors pour les agriculteurs, c'est vraiment différent de produire bio ou pas, Oui. parce que ça implique d'être beaucoup plus attentif aux intempéries, au gel, aux insectes. Vraiment, ne pas prendre de pesticides, ça implique de travailler 3 fois plus dur. Donc c'est pour ça qu'on a souvent des produits plus chers. Et évidemment... ça implique aussi de protéger la nature. C'est un engagement. On dit qu'on ne veut pas que les insectes meurent, que les poissons des rivières à côté meurent. Donc c'est aussi un engagement pour la nature et pour les consommateurs qui vont ensuite boire un thé qui ne fait pas de mal à leur santé. Ouais. Donc ça veut dire choisir et soutenir ces agriculteurs partenaires d'une certaine façon? C'est ça. Pour moi, c'était important déjà de ne pas... faire de mal à la santé de ceux qui consommeront mon thé, pour moi, c'était évident. Je ne pouvais pas me dire que j'allais vendre un thé avec des pesticides dedans, surtout que c'est un produit bien-être, donc c'est complètement incohérent. Et puis, les soutenir aussi, c'était intéressant pour moi et important, surtout. Alors, ensuite, si on continue de cocher les cases, il y a la question des emballages, par exemple. Quel choix vous avez fait? Alors aujourd'hui, tous nos thés sont emballés dans des petites canettes qui sont recyclables et on vend beaucoup en ligne. Et là, en ligne, encore une fois, il y a un sujet, c'est le carton. Donc le carton, nous, il est recyclable et il est issu de matériaux recyclés. Et à l'intérieur du carton, on a fait le choix de mettre rien d'autre que ce que le client a commandé. Donc pas de flyers, pas de stickers. Il y a beaucoup de choses qu'on trouve parfois dans les collines où il y a juste ce que le client a souhaité recevoir. Ouais. Et puis, il y a aussi un volet inclusif, c'est-à-dire que quel choix vous avez fait là aussi? Vous travaillez avec un ESAT, je crois? Oui, c'est ça. Tout ce qui est reconditionnement, coller des codes barres, coller des petites étiquettes, ce sont des travaux qui sont effectués par des handicapés dans un centre ESAT en région parisienne. Vous en êtes où aujourd'hui, 4 ans après la création d'Anatae? Vous en êtes où de votre développement? 4 ans après, il s'est passé beaucoup de choses. Je me suis servi des réseaux sociaux pour faire connaître la marque. Aujourd'hui, on est 4 au sein de l'entreprise. On a une communauté de 50 000 personnes sur Instagram et on fait environ 4 000 commandes par mois sur notre site internet. On a aussi une centaine de restaurants qui nous prennent le thé pour le servir à leur carte et une 60aine de distributeurs. Qui sont ces distributeurs? Parce que donc il y a la distribution directe via votre site internet, et sinon? C'est surtout des petites épiceries indépendantes, donc partout en France, la moitié à Paris, le reste dans les autres villes de France. Je dirais. Comment vous voyez la suite? Comment vous vous projetez dans l'avenir d'Anatae? Ça peut donner quoi? C'est quoi votre ambition en fait? Ouais, c'est ça. Alors nous, on aimerait rester la référence de thé matcha. Aujourd'hui, il y a plusieurs petites marques qui commencent à émerger, mais c'est vrai que nous, on veut vraiment rester spécialisé sur le thé matcha, ce thé japonais qui nous passionne, qui m'a passionné au départ, et puis maintenant, on est une équipe. Donc l'idée, ce serait de continuer à proposer peut-être d'autres thés matcha, d'autres régions japonaises, ou alors rester sur l'épicerie japonaise, mais en proposant peut-être une autre infusion, voilà, ce genre de produit. Et vous continuez de faire des allers-retours au Japon régulièrement? Alors il y a eu Ça a Covid, été compliqué avec le Covid, hein, exactement. pour ça que je vous pose la question. C'est ça, j'ai pas pu y aller depuis la fois où j'ai fait mes recherches, mais j'y vais dans 2 semaines, donc effectivement, on y retourne. Et ben voilà, merci beaucoup Camille Becerra et bon vent à Anatae. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Un grand merci à toutes les équipes de Bismart et merci à vous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!